auditeurs, auditrices et internautes, bonjour et bienvenue au plateau de l'émission Grand Jury pour, ensemble avec nos invités, commenter l'actualité sociopolitique de notre cher pays, le Togo. Dans ce numéro, nous allons aborder le dossier Pachagate et les mouvements de 72 heures de grève des travailleurs du Togo pour exprimer leur mécontentement suite aux propos dits déplacés du Premier ministre Aoubé Zounou, ministre en charge de la Santé, condamner également les menaces et intimidations proférées par le ministre des Enseignements primaires et secondaires et aussi exiger de meilleures conditions de travail et de vie. Si le temps le permet, nous allons également aborder l'exclusion du CAP 2015 du président du mouvement des Républicains centristes MRC, Abbas Kaboua. Pour en parler, nous recevons pour vous deux invités ce matin, Loïc Lawson, directeur de publication du journal Flambeau des Démocrates, et El Hadj Abi Alpha, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Rendez-vous. Bonjour chers invités. Bonjour Rodrigue. Bonjour confrère, bonjour téléspectateurs. Merci de manifester votre disponibilité chaque fois que nous vous invitons. Le dossier Pacha Nyasimbe, la presse en parle depuis quelques jours. Hier, le collectif des avocats de Pacha Nyasimbe et co-détenus était face à la presse pour apporter un certain nombre d'éléments et exiger la libération purement et simplement de leurs clients. Vous y étiez, Abi? Oui, on y était hier à l'hôtel Sarakawa. Le collectif des avocats au chevet de M. Pacha Nyasimbe et co-détenus y était. Il y avait M. Maître Adiaye, M. Joseph Damon, Maître Raphaël, Maître Ambedji et puis Maître Darius. Donc, les journalistes étaient également au rendez-vous dans leur déclaration liminaire. Ils ont déploré le fait que, malgré l'adoption le 19 novembre dernier par le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'Assemblée générale de l'ONU, malgré leur avis qui a tranché sans équivoque comme quoi M. Pacha Nyasimbe et quoi que je sois en détention arbitraire, malgré ces recommandations après avis demandant la libération sans attendre, c'est-à-dire immédiatement de ces victimes, elles sont encore là. Ils ont démontré comment ce groupe de travail n'est pas son coup d'essai. C'est un avis pareil qui a fait libérer M. Mamadou Tandja de sa prison au Niger, vous le savez mieux que moi. C'est un autre avis de ce genre qui a fait libérer deux opposants à M. Paul Biya au Cameroun. Le même avis a travaillé au Tchad. Donc, dans beaucoup de pays, à chaque fois que ce groupe de travail se prononce pour une victime, dans les jours qui suivent, la personne est libérée. Mais ça fait plus de bientôt, on va aller à 3 mois, qu'il s'est prononcé de façon claire, sans équivoque, comme quoi M. Pacha Nyasimbe et co-détenus sont en détention carrément arbitraire et qu'il faut les libérer sans attendre. Leur avis a été partagé hier à tous les journalistes. Donc hier, ils ont déploré, ils ont encore une fois crié leur mécontentement pour que l'État puisse entendre raison. Ils ont fait des démarches envers l'État togolais qui les a renvoyés malheureusement à ses avocats. Les avocats de se tourner, mais ils n'ont rien à faire pour retourner à l'État. Et ils retournent encore à l'État. Les avocats n'ont plus d'arguments, les avocats de l'État n'ont plus d'arguments. L'État dit avoir pris, l'État dit accorder une importance particulière au dossier, qu'il va en faire une étude approfondie. On se demande vraiment quelle étude, quand on sait que l'avis n'a pas été émis à la hussarde comme ça. À partir du moment où le conseil a été saisi, il a pris la communication des requérants qu'il a envoyé à l'État togolais, je crois bien le 4 août de l'année écoulée, et l'État togolais a pris plus de 2 mois pour préparer son argumentaire qu'il a renvoyé. Et sur la base de cet argumentaire, ils ont tiré leurs conclusions comme quoi ces messieurs sont arrêtement détenus. Maintenant, on nous parle d'une attention approfondie, je ne sais pas quoi. On attend de voir de quoi seront faits les jours à venir, mais tout porte à croire que l'État n'a plus d'arguments, et c'est pourquoi les gens s'inquiètent. Encore que ici, ce n'est plus un regroupement sous-régional qui est dans le bras de fer avec l'État togolais, mais plutôt l'ONU
en ironie, tout le monde sait ce que ça veut dire. L'État togolais y est membre depuis le 20 septembre 1960. Je crois que l'autorité est assez lucide et elle va prendre des dispositions pour que notre bras de fer après celui de la CEDEAO, parce que qu'on ne le veuille pas, il faut dire que la CEDEAO avait déjà demandé le dédommagement de ces victimes, parce que victimes d'un procès inéquitable, mais l'État s'est débrouillé pour les dédommager, pas en les gardant en prison. Tout le temps, je cite M. Daoudou Péré, qui a tenu des propos que j'aime très bien. Il dit que le régime en place est tellement habitué au coup bas qu'il peut voler le sel dans la sauce. Donc les gens sont débrouillés pour enlever le sel de la sauce, et sinon on ne comprend pas comment on peut garder les gens en prison en les dédommageant. La première démarche c'est de les libérer, et s'il y a quelque chose à les remettre à titre de dédommagement, on le fait. Très bien, on vous a assez compris. Loïc Lawson, aujourd'hui, le dossier Pachagate qui refait surface cette fois-ci, pas forcément sur le plan national ou continental, mais qui dépasse un tout petit peu le plan continental pour aller vers l'ONU. Est-ce qu'on peut s'attendre à un retournement de situation? Je ne sais pas ce que tu appelles un retournement de situation. Tu veux parler de libération? Oui, libération ou pas libération, ou peut-être... Je crois que tous les recours à proposition de ces dossiers sont épuisés. Et que le bon sens voudrait qu'aujourd'hui, c'est prévenu le cours de la liberté, c'est condamné le cours de la liberté. Parce que je crois que sur le plan international, les juridictions qui ont été saisies ne sont pas passées par mille chemins pour dire que ce procès, les procès que ces messieurs Bacha et ses amis ont subis n'ont pas été un procès inéquitable. Même si, peut-être, l'État aussi a ses raisons ou a ses arguments. Maintenant, moi je dis, et le groupe d'experts des Nations Unies a émis un avis. Ces genres d'avis émis par ces groupes d'experts de l'ONU ont déjà fait chose que dans d'autres pays, c'est-à-dire ils ont eu à mettre des avis, les États ont eu à libérer les personnes concernées. Je ne pense pas que le Togo va échapper à la règle ou à la matière, mais je pense tout simplement qu'il faut qu'on aille tout doucement. Il y a des procédures à respecter, et je crois que l'État est en train de prendre les dispositions nécessaires, à mon avis, pour libérer. Les gens pensent que ça prend du temps parce que ça fait pratiquement... Oui, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et pour la personne qui demande, la personne qui demande est toujours pressée. Mais parfois, il faut qu'on aille aussi, et tout doucement. Comme on dit, l'État a ses raisons. On ne peut pas voir l'État. Donc je pense qu'au niveau de l'État, on prend les dispositions, j'ose le croire, pour faire libérer ces personnes. Parce que de toutes les façons, au finish, ça jette du discrédit sur les efforts que les chefs de l'État sont en train de faire dans le domaine des droits de l'homme. Continuer à le maintenir, c'est jeter du discrédit sur ce travail qu'il est en train de faire. Donc je dis, et j'ose croire que tout ce que le gouvernement a fait aujourd'hui dans le domaine des droits de l'homme pour essayer de rendre plus lumineux, de polir l'image du Togo à l'étranger, ne sera pas vain, hein, parce que vouloir continuer par les garder contre les avis, en s'opposant aux avis de la Cour de justice de la CEDEAO, aujourd'hui des avis, de l'avis des experts, je dis que c'est jeter, salir l'image de notre justice d'abord, et en plus, et tout ce que le chef d'État fait comme effort par rapport aux droits de l'homme aussi, deviendra vain. Abi Alpha, aujourd'hui, est-ce que dans ce dossier, on ne va pas parler un tout petit peu d'un dysfonctionnement au niveau de la justice togolaise qui conduit tout le temps, parce que quand on prend le dossier des 9 députés ANC arrivé au niveau de la Cour de la CEDEAO, ça a été le contraire que ce qui a été rendu comme verdict chez nous ici. On prend d'autres dossiers également, comme le dossier Baudolan, on prend ce présent dossier. Est-ce que ce n'est pas finalement une histoire de dysfonctionnement de notre justice? Je crois bien que le droit est universel. Au-delà des codes, des différents codes spécifiques à chaque État, il y a des textes qui lient tous les États. Et quand vous voyez les avocats dans leur plaidoirie, très souvent ils font référence à ces textes, des chartes, des engagements internationaux, tout ce que vous savez en termes de termes juridiques pour lier, pour faciliter la collaboration, l'intercomplémentarité entre les différents États.
Donc, je crois bien que, avant de répondre un peu précisément à votre question, on ne peut pas dire que l'État se prépare pour libérer ces messieurs. Parce que, à ma connaissance, à la lecture du règlement intérieur, de la façon dont le groupe de travail opère, quand ils émettent leur avis, ils envoient à l'État contre qui on a déposé plainte. Donc 2 semaines après que l'État ait reçu l'avis, on l'envoie maintenant au plaignant. C'est-à-dire que les 2 semaines qu'on a pris pour les envoyer, pour envoyer le texte d'abord au supposé bourreau, sont des 2 semaines que l'ONU suppose être une marge pour que qu'on libère les gens. Et si avant la fin de ces 2 semaines, il libère entre les gens, on attendra que M. Pachanya Sengou et M. Tsui, il est libéré, on ne saura pas exactement d'où est la pression. Voilà. Donc ce délai était dépassé. L'État togolais a reçu la notification de l'avis le 6 janvier. Donc ça veut dire qu'à la lecture de leur règlement intérieur, les avocats de M. Pacha ont reçu l'avis le 6 janvier. Ça veut dire que l'État l'a reçu 2 semaines avant. Ça veut dire dans la semaine du 20. Donc on ne peut pas dire que on doit aller doucement. C'est vrai, on ne peut pas aussi quand même commencer par casser les pavés parce qu'ils ne sont pas encore libérés. Donc ils sont d'accord que nos camarades disent qu'on aille doucement, mais on a déjà dépassé cette logique. On en approche beaucoup plus, je ne dirais pas l'entêtement, mais je ne sais pas à quoi ça ressemble. Cette façon à tout prix, à tout moment de se particulariser, je ne sais pas trop. Parce que je viens de vous dire que l'État a eu 2 mois pour préparer sa plaidoirie. À la lecture toujours de leur règlement intérieur, l'État avait 3 mois pour préparer la plaidoirie. Et si après 3 mois, ils estiment n'avoir pas eu assez de temps pour préparer leur contre-argument, ils pouvaient demander une rallonge de 2 mois supplémentaires, donc 5 mois. Mais en 2 mois, 4 jours, ils ont envoyé leur réponse. Ça veut dire qu'ils ont épuisé leur cartouche, ils ont envoyé les trucs. Je ne sais pas pourquoi actuellement ça attend. Je crois bien que l'État va faire un effort pour que ces messieurs soient libérés. Le pays revient, comme l'a dit le confrère, de loin. M. Fornia Sengou, au-delà de ce qu'on dit de lui, ce n'est quand même pas le dictateur à la façon dont on a peint son papa. En termes de droits de l'homme, il fait un effort avec les moyens de bord, quand bien même la justice reste quand même une occasion à résoudre. Il fait un effort pour que l'image de son pays soit réponue, mais il ne faut pas que ces genres de dossiers puissent, n'est-ce pas, plomber, saboter. Il y a beaucoup d'enjeux. Et puis quand si on ne peut plus rester dans le cadre familial. Pendant que ces démarches se faisaient, M. Pachanya Sengou était dans le couloir de la famille. Il a envoyé beaucoup d'intermédiaires. Celui qui est actuellement sur le dossier, c'est la chef canton de Pia, à qui M. Fornia Sengou a promis avant la fin de l'année que les victimes devaient être libérées avant 2015. Ils sont toujours là, on ne sait pas si c'est eux qui sont floués bien. Ce sont les victimes, le requérant qui est floué. Bon, tu vois, ce n'est pas très gai. Quand on tient parole, il faut vraiment essayer de la respecter. Ce dossier vraiment risque d'être un tendon d'Achille pour le régime qui n'explique pas ces vraiment. Très bien, Loïc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir des pesanteurs sur la mise en application de cette décision au niveau du gouvernement, des pesanteurs, des éléments qui empêcheraient d'aller immédiatement à l'application de cette décision? Quel genre de pesanteurs? Vous avez parlé tout à l'heure de mesures de sécurité, de plan de dispositions. Voilà. Bon, moi, je veux beaucoup plus penser à ce côté, à cet aspect de la chose. Pour moi, ça ne traîne pas pour la politique politicienne ou parce qu'on a envie de garder Pacha en prison. Je crois parce que Pacha et ses amis, c'est que quelqu'un soit content de l'école et de continuer par les voir en prison. C'est vrai que leur libération générait certaines personnes qui peut-être travaillent en coulisses pour faire tout pour que ces personnes ne soient pas libérées. Parce que tu sais, au cours du petit Pacha a dit, c'est une affaire entre moi et mon frère. Et en ce temps, d'autres ont répondu que non, c'est une affaire d'État.
il n'y a pas question de dire que c'est l'affaire entre moi et mon frère. Il a dit, je veux rencontrer mon frère, lui, moi, on va parler en tête à tête. Mais justement, vous savez, parce qu'il est son frère est entouré des personnes, à la personne du chef de l'État, qui sans doute, il y en a parmi ces personnes qui ne voudraient pas voir Patrice libéré. Ça, c'est des secrets de polichinelle, tout le monde le sait. Maintenant, et le chef de l'État doit se départir de tout cela. Parce que lui, son image à l'international, sa politique et son pouvoir, c'est ça qui est engagé dans ce sont engagés. Donc, il ne peut pas, pour faire plaisir à une ou à telle personne qui rechigne, qui a peur de Pacha Yacine, et continuer par le garder en prison. L'État togolais, Pacha Yacine a reconnu d'abord qu'il a tenté un putsch. Il a été condamné au cours d'un procès. Le procès, justement, et c'est cela qui a été que les juridictions internationales trouvent un peu inéquitable, parce qu'elles disent que le procès a violé le droit de Pacha Yacine et de ses amis. On a parlé de torture, de torture. Tant qu'on parle, il y a eu d'autres personnes qui ont été provisoirement libérées, d'autres sont toujours gardées. Sont gardées, et puis d'autres ont laissé même la vie et émis le désir de se faire enterrer à l'extérieur, ainsi de suite. Donc ces éléments suffisent aujourd'hui pour quand même motiver le chef de l'État, vous pensez? Je pense que, moi, ce que je retiens, c'est que Pacha a été condamné au cours d'un procès. Mais sauf que ce procès, les juridictions internationales l'ont trouvé inéquitable, que les droits du Pacha ont été violés, qu'il a même pire, il a été torturé, et nous savons tous que la torture était plus imprescriptible. Aujourd'hui, les juridictions internationales et le groupe d'experts des Nations Unies disent, bon, tel que les choses sont passées, nous trouvons que oui, c'est vrai, il y a eu tentative de putsch, oui, il y a eu ci, mais vous avez eu à violer le droit de Pacha et de ses amis, vous avez eu à les torturer, donc la conséquence c'est libérer. Ça traîne. Mais si aujourd'hui, un groupe d'experts aussi vient dire libérer-les, je ne pense pas qu'il faudrait encore refuser. On ne peut plus refuser. Mais il y a des procédures. Et moi, je suis convaincu que c'est les procédures, les pesanteurs qui prennent du temps. Qui prennent du temps. Et naturellement, les gens sont, les amis de Pacha, sa famille, tout le monde est pressé de le voir libre et lui-même en prison. Mais moi, je dis, et comme on dit, moulou moulou, le jour va se lever. Il finira par se lever et Pacha finira et ses amis finiront par recouvrir sa liberté. Et je ne voudrais pas. Vous savez, toujours c'est Pacha. C'est pas si c'est parce que c'est lui qui est le plus riche, c'est lui qui a été fils d'éléments, c'est lui le ministre. Mais attends, Pacha, même dans le procès, vous vous rappelez que Pacha a reconnu que lui n'a pas été torturé. Rappelez-vous. Mais au fait, ceux qui même ont été torturés, voilà, moi, ça me fait mal qu'on ne parle pas d'eux. Ce sont ceux-là, les Dontema et consorts. Parce qu'on parle de ceux qui ont perdu leur vue. Et leur vue, leurs oreilles ont des difficultés, d'autres sont torturés, ils sont traumatisés à vie. Et ceux qui sont dans des détenus, Pacha, il n'a pas la prison civile de Lomé, il est dans, c'est encore mieux. Ceux qui sont à Sokodé, machin, tu imagines, il faut qu'on parle d'eux, ils ont des familles. C'est vrai que la libération de Pacha engage leur libération, mais en réalité, quand on parle de torture, ce sont eux qui ont été torturés. Maintenant, je pense qu'il faut vite aller à cette libération et que Pacha et son frère se retrouvent dans le cadre familial pour régler ce problème. Parce que le problème, il restera toujours. Maintenant, il faut régler dans le cadre familial. Abi Alpha, quand disait tantôt qu'on doit sortir du cadre familial, machin, ouais. Je lui rappelle que non, que Pacha, c'est son avocat qui ont demandé d'abord à l'amiable. Pacha avait des une grâce juste après son. Il demandait une grâce présidentielle. Donc, aujourd'hui, que les gens ont compris que ce n'est plus affaire familiale, je suis content. Les gens ont compris que Pacha a fait vraiment tentative pour l'État, c'est vrai, je suis content. Mais au moment où nous déplorons que Pacha a été torturé, ses amis ont été torturés, et qu'aujourd'hui, on demande la libération et ça traîne. Il faut que ça évite. J'espère que le ministre de la Justice rendra compte à qui du droit, le gouvernement est saisi et que les responsabilités seront, et les consignes seront données pour que ces messieurs retrouvent leur famille. Parce que moi, je ne souhaiterais jamais la prison à mon pire ennemi. Voilà. Avant de nous donner la parole à Abi Alpha, nous propose qu'on observe une courte pause et qu'on revienne juste après. Cette émission, nous sommes en train jusque-là de parler du dossier Pacha Gate. Nous parlons de la libération de Pacha Gnassingbé tel que le souhaitent ses avocats, Abi Alpha et Loïc Lawson sont mes invités. Mais avant la pause, Abi voulait ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter que il ne faut pas que les gens passent à la marque. On ne peut pas généralement comprendre que pour certaines dispositions qui seraient en train d'être prises, les gens soient encore motivés. On est en train d'aller
partir de 2 mois après ce avis, les victimes peuvent un jour, n'est-ce pas, se plaindre comme quoi, malgré que leur détention, leur libération a été demandée, on a continué par les garder encore. C'est aussi une violation. Ouais, c'est une violation. Et quand tout est clair qu'on a violé votre droit, on doit vous remettre dans votre droit. Et qu'on s'entête, on peut être condamné à pour des dommages par rapport à cela. Je vais ajouter que l'avis du groupe de travail sur la transfrontière de l'Assemblée générale des Nations Unies, ce n'est pas un avis consultatif comme l'ont démontré hier les avocats. L'avis consultatif, c'est quand vous êtes devant une situation où vous ne savez comment trancher. Donc vous saisissez une instance que vous estimez capable de faire la lumière, auquel vous dise si cette situation face à laquelle vous êtes est un cas d'arbitraire ou bien pas. Et l'instance se prononce. Oui, c'est une détention arbitraire. Non, c'est une détention qui est légale. Parce qu'il y a aussi des détentions qui sont toutes légales. Quand il est reconnu contre vous des griefs irréfutables, c'est normal que la loi vous punisse. Donc, ce n'est pas un avis consultatif. On a demandé à cette instance de donner un avis consultatif. Il faut que les gens le sachent. Et puis, je veux juste terminer en disant que le Togo ne peut pas continuer par se singulariser. Je vais te donner des cas quand tu parcours les documents quand tu vois dans le passif les actifs de ce groupe de travail, ils ont eu déjà à travers le monde à faire libérer donc ça, autour de 1700 personnes. Autour de 1700 personnes. Sur les 1700 personnes, il y a 300 poussières cas qui n'ont pas pu être... c'est-à-dire pendant qu'ils étaient sur le dossier, les gens ont trouvé une porte de sortie à l'amiable. Et dès que ce cas de figure se présente, ils arrêtent. Donc environ 307 cas comme ça ont été interrompus parce que les gens ont trouvé une porte de sortie. Mais environ 1700 et quelques cas ont connu des issues heureuses. Je ne connais pas un cas d'avis émis par ce conseil où un État a refusé de libérer les gens. Donc je crois bien que l'État va entendre. On doit sortir on ne peut pas continuer par penser à des considérations personnelles, du genre on a peur de qui actuellement. Quand tu vas voir M. Pachak maintenant, c'est plutôt un pasteur, c'est un repenti qui est entre une audience à un pasteur, une Bible, c'est plutôt lui qui fait la morale. L'audience, c'était plus le Badja tonitruant, ministre de la Défense, tout ce que vous avez connu. Donc je ne sais pas par rapport à quoi ce monsieur. En tout cas, comme Loïc l'a dit, on va espérer. Je crois que le chef de l'État, comme on le connaît très très bien, il n'est pas trop celui-là qui parle, mais qui pose des actes. On va le découvrir, voir en quelque sorte ce qu'il fera de ce dossier. Ceci étant, Loïc, à partir déjà de ce matin, on a observé des élèves en uniforme qui étaient dans les rues aux heures de cours normalement, ce qui veut dire tout simplement que la grève de 72 heures annoncée par la Syndicat des travailleurs du Togo a effectivement démarré. Et tout à l'heure, avant de rentrer dans ce studio, on apprend que dans les environs de Baguida, Kougan et tout, les élèves sont sortis de leurs établissements, mais pas pour entrer à la maison, mais seraient en train plutôt de sortir leurs camarades des écoles privées. Ça veut dire qu'on est en train d'aller vers la récidive. Oui, qu'est-ce que tu veux, il faut le déplorer, mais c'est comme ça. Je crois qu'au niveau de la synergie de la centrale, je ne sais plus. La nouvelle centrale syndicale. La nouvelle centrale syndicale, la grève a été lancée et elle a été maintenue jusqu'à hier tard. J'apprenais que c'est maintenu. Et comme tu sais, habituellement, quand le responsable ou bien la base, comme il aime le dire, lance le mot d'ordre de grève ou lance la grève, et elle est suivie immédiatement dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Et on se demande souvent les deux secteurs sensibles. Voilà, donc je crois que encore avec les événements de ces derniers jours, la sortie du Premier ministre et tout ça, ça a amené les positions à être beaucoup plus tranchées. Et ça a causé ce que tu es en train de me donner comme information et que j'ai aussi constaté un peu en arrivant, pendant que les élèves sont sortis un peu partout. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup vu ça dans la zone de Bomi, mais
sans doute que je suis sorti un peu plus tôt de la maison que prévu, donc c'est pour cela. Sinon, à Dido Gomé, ils sont sortis, mais tranquillement, ils sont rentrés à la maison. Voilà, donc et la grève est lancée. Je crois que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de vite faire pour trouver une solution avant que les choses ne s'empirent. Parce que je veux pas, quand je parle de s'empirer, je veux parler de l'enlisement. On risque d'aller vers l'enlisement et ça va créer une situation un peu difficile. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas vraiment le moment. À Biafra, il y a, on va dire, quelques années, c'était la même situation qui avait prévalu avec, à l'arrivée, 2 enfants qui y avaient laissé leur vie, Douti Sinaneng et Anselme Sinanda. Aujourd'hui, les élèves qui encore sortent de leur cours, pas pour rentrer à la maison, mais pour aller expulser des autres établissements privés leurs camarades, histoire de réclamer leurs enseignants. Est-ce qu'on ne veut pas craindre le pire? Ouais, le pire est à craindre quand bien même personne ne le souhaite. Et on pouvait s'y attendre, depuis la sortie du Premier ministre, avec sa descente, qu'on dit inopinée, n'est-ce pas, dans un centre de santé, avec les propos qu'il a tenus. Je crois que... il a juste eu à remonter les bretelles de ses agents. Parce qu'après tout, c'est lui qui garde le portefeuille de la santé. Oui, quand vous êtes dans un état comme ça, vous revendiquez vos droits, tout fondé, et qu'on vient vous tenir de tels propos, vous allez vraiment évaluer à quoi ça ressemble. Pour le moment, toi et moi, on ne peut pas savoir ce que les médecins, le corps médical et le corps enseignant, ce qu'ils ont ressenti quand M. Yamouzou est passé. Bon, je crois que c'était une façon, je ne sais pas s'il a mesuré par rapport à ce temps, mais c'était une façon de jeter de l'huile sur le feu. Ce n'est pas du genre à adoucir, à arrondir les angles de façon à ce qu'on continue à pas des caméléons à aller vers une solution. On voyait les grévistes, les revendicateurs voyaient déjà dans la démarche qui n'a que trop duré de l'État une certaine mauvaise volonté. Et quand un Premier ministre qui de surcroît régente le ministère de la Santé fait cette sortie, ça veut dire qu'il n'a fait que les agents n'ont qu'une occasion toute faite pour voir quel est l'état d'âme, qu'est-ce que l'État pense de leur mouvement. Donc c'est normal que les jours à venir soient, c'est-à-dire à chaque fois maintenant. Et puis M. Aouezouna a fait une publicité gratuite au mouvement de grève, parce que même s'il y avait un agent qui n'était pas très chaud pour la façon dont ça se faisait, qui pensait qu'on pouvait réclamer les choses autrement, avec sa sortie, avec les propos que tout le monde a écouté, tout le monde va se mettre sur ses égaux. Les gens vont dire aussi c'est ça, on y va. Donc je crois que c'est la cartouche qui a été introduite, je crois bien l'année passée, avec ce que cela a accouché en termes de mort vers Dapon. C'est elle qui est en train d'être reconduite quand de suite on nous parle de Bagdad, où non seulement les gens ont vidé la classe, le public, mais que les élèves passent de privé en privé pour déloger les gens, parce que quand le pays passe souvent, quand les mouvements sont lancés, les privés font un peu le pied de grue pour poursuivre le mouvement. Il faut que les autres commencent 1-2 jours après, tu vois que les privés sont entrés dans le truc. Et quand ça se passe comme ça, ça se fait comme ça, il faut aller dans le corps médical, dans les centres de santé pour vraiment sentir que ça ne va pas. Si tu vas actuellement à la morgue, si tu vas aux urgences avec les accidentés qui arrivent, si tu vas au bloc opératoire, des blocs qui étaient déjà hémiplégiques parce qu'il manquait farouchement de matériel de travail, qui roulait au ralenti par rapport aux conditions de travail déjà difficiles dans ces blocs. Et quand on dit encore qu'un mouvement est lancé, qu'il n'y a pas, parce que je crois avoir quelque part comme quoi, les grévistes disent qu'il n'y a pas de service minimum, parce qu'on les a traités de tous les noms d'oiseaux, on les a traités de certains, des gens qui privilégient l'argent par rapport à leur n'est-ce pas, serment d'Hippocrate vis-à-vis du malade, et ce n'est pas du genre à faciliter la situation. Je crois que M. Aouezouna a lancé un défi. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que quand
un chien avale un os, ce qu'il compte sur son anus. Nous, quand que M. Aoumezounou va faire un effort pour se donner les politiques et les moyens de sa politique pour qu'on ne va pas vers les villes. Sinon, c'était vraiment une sortie mouillée, c'était une sortie dont il pouvait faire économie. On n'en a pas besoin. Voilà, dans les raisons qui motivent Loïc Lawson ces mouvements de 72 heures de grève, on cite non seulement les propos du Premier ministre, on cite également des menaces, des intimidations que le ministre Florent Maganawe serait en train de proférer à l'endroit des enseignants. Et avant de mettre au troisième point maintenant les revendications salariales. Oui, bon, je n'ai pas encore une leçon dans laquelle le ministre Maganawe s'est attaqué aux enseignants. On s'en tient quand même à l'intervention des responsables ou bien de la coordination de la Sénat des travailleurs du Togo pour le moment. Tout compte fait, si tel est vérifié, je dis que c'est à condamner. Parce qu'on ne fait pas arrêter une grève par des intimidations, encore plus qu'à des responsables comme les enseignants. Maintenant, par rapport à la sortie du ministre, je pense qu'avant tout, il faut placer les trucs dans le contexte. Je pense que le Premier ministre est sorti d'abord dans le but d'expliquer, de rencontrer ce corps médical et d'expliquer un peu où en sont les discussions avec les responsables des centrales. Et je crois que, tu sais, quand l'homme parle, est-ce qu'on n'aurait pas compris si c'était une tournée, genre on quitte le centre hospitalier on va dans régional nommé commune, on va au CHU Tocoin, on va à Baie, on va à Campus, que ce soit une tournée, là on comprendrait que c'est une sensibilisation ou en quelque sorte une explication. Tout ce que tu dis pertinent, mais rien ne prouve pas justement que ce n'est pas ça qui était prévu avant qu'il y ait eu le fiasco. Mais comme point de vue. Oui, à mon avis, c'est peut-être ça qui était prévu. Mais tu vois, au cours de la sortie au CHR, les discussions, le Premier ministre ayant parlé, à mon avis, beaucoup plus, un peu, je ne sais pas si je dois dire un peu trop. Et ça a créé le lapsus que nous avons tous depuis. Moi, je considère que c'est peut-être un lapsus. Dans les propos vexés, il est arrivé à un moment où il a dit c'est qu'il a trop serré les coups. Voilà. Et donc, ça a créé le fiasco déjà pour la sortie. Et peut-être s'il avait la volonté d'aller ailleurs, il ne peut plus continuer. Mais le plus important, c'était que il est sorti dans l'intention d'expliquer. Maintenant, peut-être, et il n'a, comme lui-même le dit, selon le Premier ministre, il n'a pas, ou son entourage, ou sa cellule de communication, ils n'ont pas été bien compris. Ils n'ont pas l'intention d'insulter ou de vexer qui que ce soit, que c'était juste parce que le Premier ministre voulait expliquer les choses. Au même moment, je pense que c'est en expliquant, il pouvait peut-être beaucoup plus s'apaisantir. Et je crois que c'est ce qu'il voulait faire ou c'est ce qu'il a fait indirectement. Dire, expliquer que, écoutez, tu sais qu'il y a grève, ma foi, et Rodrigue, je ne sais pas, c'est toi et moi qui souffrons plus. Hein. Le Premier ministre et le gouvernement, son gouvernement ne souffrent pas. Et ils ont les moyens de prendre le premier avion et de partir. Toi et moi, on n'avait pas les moyens de payer, je ne sais pas, et carburant pour ce qu'il a nommé. Donc tu vois un peu, c'est pour dire que c'est la population qui en pâtit. Et le corps médical pouvait comprendre cela, qu'en réalité, ceux qui sont sanctionnés, c'est la population dans ces mouvements de grève. Regarde quand on prend nos cadavres, pardon, ou bien nos défunts. Les gens sont obligés de dormir avec leur corps à déposer à la mort. Et un corps, quand je pose une fois, deux fois, à la maison, un jour, 2 jours, ça tire vers quoi? La putréfaction. Et bonjour les odeurs. C'est tout un quartier. C'est tout un quartier. Donc c'est un peu tout cela qu'il faut voir et mettre de l'eau dans le vin. Parce que je comprends qu'on veut régler une situation, les conditions de travail qui sont déplorables, mais ma foi, il faut aussi voir. Et la situation est déboulée. Déjà, en temps normal, s'il n'y a pas grève, c'est la preuve, la bannière dans le centre hospitalier. Maintenant, il y a grève. Maintenant, il y a grève. Ça veut dire quoi? C'est la grande question. Aujourd'hui, à Biafra, il nous reste moins de 5 minutes à partager. Mais on va l'aborder ainsi, puisque les élèves sont déjà en train de sortir, poser ces genres d'actes qui peuvent être, ce n'est pas le souhait, suivi ailleurs. Que faire aujourd'hui pour que les élèves soient en sécurité? Les enseignants peut-être poursuivent ou pas leur grève, on n'en sait rien. C'est-à-dire les travailleurs du Togo, on n'en sait rien. Mais que faire pour que chaque acteur soit en sécurité vis-à-vis de cette situation qui se crée? Ouais, je crois que la plateforme des revendications
pas d'aujourd'hui. Elle a en son sein tout un chapelet de points qui sont revendiqués. Si actuellement il y a 12 points et que l'État nous prouve que sur les 12 points, il a pu ne serait-ce que mettre en œuvre les 1/3, pourquoi pas la moitié, et que demain, le corps enseignant, le corps médical, Dieu sur le ton, nous viendrons ici pour être nous. Vous n'êtes pas de et que l'État aussi a des priorités, et que vous avez des doléances qui ont été satisfaites au tiers ou bien à moitié. Mais ce que depuis là, rien ne se fait. Quand les gens, c'est pour moi, on a démontré que la situation a évolué, que certaines de leurs revendications, lesquelles, comme ils disent clairement, comme ils disent combien de revendications sont introduites, posez-vous la question comment on est arrivé à 20 000, 30 000. Ce n'était qu'une parenthèse. Cette histoire de 900 millions tout récemment, c'était qu'une rallonge, qu'un reliquat d'une situation que les gens ont délibérément refusé de résoudre, qui s'imposait pourtant par rapport à laquelle ils ont pris des engagements. Donc moi je pense que si sur 12 points, l'État nous prouve aujourd'hui que sur les 12 là, j'ai satisfait 4. Et que M. Solignanou et tout son staff sont d'accord avec nous que sur 12, nous avons attrapé 4. S'ils sortent, nous viendrons ici pour les condamner. Mais ce que l'État ne fait pas grand-chose. Pour priver l'adversaire de l'argument, plutôt, on lui donne l'argument pour dire sur le ton. Pour dire sur le ton, peut-être qu'Aoumezouna, après sa sortie, il se prépare peut-être pour licencier tous les fonctionnaires. Peut-être qu'il s'est préparé à faire ça, parce que je ne sais pas sur quoi il compte. Ici, ce n'est pas une affaire de parti politique. Ce n'est pas une affaire qui est venue tout. C'est une affaire de nous sommes tous engagés pour rendre service à un État qui doit nous payer à la même grille selon nos compétences partagées et que nous partageons les mêmes difficultés. On n'a pas besoin de par rapport à cette grève qui est UNIR, qui est CNC, qui est comme... C'est ça qui est grave. Les mouvements sociaux sont souvent difficiles à gérer puisque les mouvements politiques. Parce que quand des mouvements politiques de suite, quand les gens, monsieur mon confrère est de l'ANC et qu'il mobilise son groupe dans ce quartier, si je suis d'UNIR, je vais le faire pour, n'est-ce pas, faire la balance, pour faire l'équilibre dans mon quartier. Mais et souvent, il y a le débat concret, mais par rapport aux revendications qui sont sociales, c'est pas possible d'entretenir les débats. Il faut éviter de mettre de l'huile sur le feu. Monsieur Aoumezouna l'a fait. Je dis bien que c'était un défi et qu'il compte, il a certainement les moyens de sa politique, il est face à sa situation. Très bien. Un dernier mot, Loïc? Non, un dernier mot, c'est souhaiter que notre pays soit apaisé. Que le gouvernement puisse... Il y a les confessionnels qui aussi se jettent dans la bataille, il y a la CET également, il y a le drame également. Ça devient compliqué et je ne sais pas c'est-à-dire où on va aller. Je ne vais pas oublier qu'on Et puis nous avons appris que peut-être dans les prochains jours, il y aura les chefs des établissements primaires, préscolaires et publics. Ça commence par devenir compliqué et c'est de tout ça, je parle d'enlisement. Je n'ai pas envie que ça s'enlise. C'est pour ça que je dis, le gouvernement de son côté n'a qu'à faire encore un peu plus d'efforts. Il a fait déjà. Il peut encore faire mieux parce que c'est possible. Il y a les moyens. Au niveau des syndicats, de tous ceux qui grèvent, par-ci par-là, de mettre un peu d'eau dans leur vin, de comprendre que le gouvernement a aussi d'autres charges, il a encore d'autres engagements et qu'ils peuvent encore concéder à ce gouvernement une autre chance ou une petite trêve pour lui demander, pour permettre à ce gouvernement de trouver les moyens de satisfaire leurs revendications. Merci donc, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Grand Jury. Bien de choses à vous, téléspectateurs, auditeurs et auditrices, sans oublier les internautes. Rendez-vous demain, même fréquence, même télévision, même heure et toujours le même lien sur le web, ce qui nous envoie à remercier toutes les équipes qui nous accompagnent, que ce soit sur Télévision Espoir 47, Radio KMTB, Radio VGK à Palibé, Radio Lumière à Anéro, le www.ebenradio.com sur le web et le www.togovision.com. Bonjour à vous toutes et à vous tous, au revoir.